Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau. Merci de votre fidélité, heureuse de vous retrouver sur le plateau de réflexion politique. Le plateau qui se veut un espace des réflexions avec mes invités. Nous posons la réflexion, nous la développons et à la fin, nous essayons d'apporter des recommandations, des éclaircissements pour vous, chers téléspectateurs de Mandé TV, sur des sujets cruciaux. C'est un puissant vecteur de développement. Elle contribue à réduire en quelque sorte la pauvreté. Elle élève les niveaux de la santé, prépare les individus à s'engager dans la vie citoyenne, contribue à la paix et à la stabilité si au préalable elle est inculquée et apprise comme il se doit. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de l'éducation. Quel aperçu à faire de l'éducation au Mali? Quels en sont les défis pour faire face au contexte actuel du Mali? Sont des questions que vous vous posez sûrement, d'où notre réflexion du jour qui a pour thème, téléspectateurs, quelle éducation pour répondre aux défis d'aujourd'hui? Pour développer cette réflexion, j'ai des invités avec moi, téléspectateurs. Il s'agit du docteur Drissa Fofana. Il est enseignant-chercheur, maître de conférences, spécialiste en philosophie de l'éducation à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation et aussi à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Docteur Fofana, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup. Merci de vous rendre disponible pour pousser cette réflexion avec nous. Merci madame. Merci surtout à vous, à toute l'équipe de Mandé TV. Je présente ma joie d'être ici sur ce plateau pour participer à ce thème important qui est l'éducation. Merci beaucoup, mais vraiment merci. Votre contribution, je pense, sera de taille. Nos téléspectateurs vont pouvoir en apprendre pas mal. Notre deuxième invitée est Madame Taki Kanté. Elle est écrivaine, allumée du groupe Young Exchange of Students, YES, du gouvernement américain et du programme Génération Avenir 2023 de la Fondation Friedrich Ebert. Elle est également majeure de l'école démocratique de l'Institut néerlandaise pour la démocratie multipartie. Madame Taki ou Madame Kanté. Bonjour. Bonjour, Madame Fadima, merci beaucoup. Beaucoup de casquettes. Tout le plaisir est pour moi, en tout cas, d'être sur ce plateau aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous, ainsi que la chaîne internationale Mandé TV, Reflet du Mali, pour tout cet honneur. Et c'est vraiment à cœur joie que la fille d'enseignant, que je suis aussi, va se prêter à cet exercice et parler d'une thématique aussi importante que l'éducation, qui est le socle du développement de toute nation. D'accord, merci. Juste pour nos téléspectateurs qui arrivent peut-être qui savent ou qui ne savent pas, parce que beaucoup se disent enseignants-chercheurs, spécialistes de la philosophie, mais philosophie de l'éducation. C'est quoi, juste pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit? Merci beaucoup madame. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à l'équipe de Mandé TV pour cette question qui est importante, à l'équipe... à tous les chercheurs du CARIS et notamment Suleiman Koulibaly qui est un enseignant. En deux mots, un spécialiste en philosophie de l'éducation, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les concepts généraux qui sont à la base de l'éducation. Les valeurs de l'éducation, qu'est-ce que c'est que l'éducation en général, sans tenir compte d'une enquête précise sur un terrain précis. Cela relève des sciences de l'éducation. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, sans plus tarder, pour nos téléspectateurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, le thème est quelle éducation pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Pour parler de cela, il faudrait d'abord qu'on puisse savoir c'est quoi. C'est quoi l'éducation aujourd'hui? On a un chercheur, on a un enseignant, un spécialiste en philosophie de l'éducation. On lui demande de définir simplement, c'est quoi l'éducation? L'éducation,
Pour définir l'éducation, partir en fait de deux grandes valeurs qui sont très importantes dans l'existence humaine. Dans la construction de l'homme, il y a des valeurs appelées des valeurs éducatives et à côté, il y a des valeurs qui sont appelées des valeurs éducationnelles. L'éducatif renvoie à la réalité du monde, à l'intelligence même du monde, qui donne des conseils, qui donne des leçons, qui apprend à l'homme à prendre soin de lui-même et de ses proches, notamment des enfants, qui sont en réalité les objets de prédilection même de toute éducation. Ça, c'est l'ordre de l'éducatif, c'est le monde qui informe l'homme, qui apprend, qui enseigne, qui instruit l'homme, la réalité, les expériences, l'histoire. Et de l'autre côté, il y a les valeurs éducationnelles qui expriment toute cette institution humaine, culturelle, dans laquelle nous logeons l'école, la famille, les politiques éducatives, tout ce que l'homme construit, en fait, pour permettre une bonne vie sociale, une bonne vie individuelle. Et on appelle éducation le fait de prendre soin de l'être humain. Le fait de prendre soin de l'être humain et de lui donner des valeurs éducatives et des valeurs éducationnelles pour qu'il soit un bon individu pour lui-même d'abord. C'est l'individualisation. Le particulariser pour qu'il soit un homme qui est utile à lui-même d'abord et après à toute la société, la communauté sans laquelle il n'est rien. D'accord. Quand vous dites prendre soin, il y a des niveaux, je suppose. Absolument. Quels sont ces niveaux? Dans prendre soin de l'homme, il y a le niveau de l'instruction. Le niveau de l'instruction, c'est que la transmission du savoir, le développement de l'intelligence. Il y a l'apprentissage, il y a la formation technique professionnelle. Donc, ce sont des niveaux pratiques et des niveaux théoriques, en fait, que nous retrouvons dans le vaste concept d'éducation. En tout cas, c'est un vaste concept. Hein. C'est sûr que c'est un vaste concept. Je me retourne vers vous, Taki, juste pour... J'ai compris que vous avez quand même un parcours, hein, écrivaine, vous adorez le savoir, vous êtes fille d'enseignant, enseignant-chercheur ou enseignant de sciences physiques. Enseignant de sciences physiques. Oui. Donc, vous avez baigné dans cet espace d'enseignement et vu votre cursus, on voit que l'éducation aussi est un sujet assez crucial, hein, au centre même de beaucoup de choses que vous menez, vous vivez, vous ressentez, vous transmettez quelque part. Pour vous, évidemment, le professeur vient de nous donner une définition de l'éducation, mais peut-être que vous aurez un concept d'éducation, de définition de l'éducation qui peut légèrement changer. Pour vous, c'est quoi l'éducation? Bon, pour aller juste rajouter de l'eau au moulin de Dr Fofana, tout simplement, effectivement c'est ça. L'éducation, c'est l'art de former généralement une personne qui est malléable, généralement un enfant, un adolescent, et de lui inculquer des valeurs pour rendre ce dernier responsable. Donc c'est l'initiation d'une personne à un domaine de compétences bien précis, à une discipline bien précise. Donc effectivement, l'éducation est au centre de tout, parce que moi j'estime que l'éducation c'est vraiment comme des phares lumineux qui nous guident tout le long de notre vie. Lorsqu'on n'est pas éduqué, en fait on ne va nulle part. Et d'ailleurs, il y a l'éminent homme politique et écrivain Joseph Kizerbo, que nous connaissons, qui disait que l'homme ne n'est pas tout fait. Donc, ce qui veut dire qu'après la mise au monde, il faut l'éducation. On a besoin d'être éduqué. De la naissance jusqu'au moment où on commence à gambader dans la concession, qu'on va dans la nature, il y a la famille, il y a les proches qui nous suivent tout le long de notre vie, et qui nous donnent des codes, qui nous donnent certaines normes de vie en société, qui nous permettent d'être une personne plus responsable, une personne aguerrie pour affronter les défis, les challenges de la vie. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va essayer d'avoir un aperçu assez bref de l'éducation au Mali. Comment vous le voyez, comment vous l'étudiez même, on va dire, professeur? Pas faire un bilan, on ne pourra pas faire un bilan, mais quel aperçu faites-vous de l'éducation au Mali? Le Mali est un pays, comme tout autre pays, qui est confronté à une réalité, on va dire universelle, qui est composée en fait de deux ordres d'éducation. Il y a d'abord l'éducation traditionnelle, qui sert à véhiculer des valeurs traditionnelles, des valeurs instituées depuis très longtemps, comme dans des chartes
que nous connaissons, de 1222, et la charte de Mandé, 1236. De Kouroukanfouga. De Kouroukanfouga. Donc ces valeurs sont connues de nous. Ce sont des valeurs qui transmettent des idéologies telles que le Sinakuya, le Djatikia, le Oroya, le Fadéa, le Badéa, donc la rivalité même. Donc l'éducation malienne est basée sur ces valeurs traditionnelles-là et on voit réellement qu'il fait bon vivre au Mali. Pour quelqu'un qui vient de l'étranger, par exemple, c'est au Mali qu'on s'assied autour d'un repas qui n'est même pas suffisant. Donc c'est une valeur éducative de solidarité. À côté de cela, il y a des défis actuels par rapport à la forme de la société dans laquelle nous vivons, qui est une société en fait hybride, qui n'est plus une société traditionnelle, une société qui est un amalgame de valeurs culturelles qui viennent de l'Occident, qui se mélangent avec une traduction. Donc on va dire que l'éducation au Mali aujourd'hui, c'est une éducation mixte. Peut-être que vous me donnerez l'occasion sûrement de parler des différentes catégories d'éducation par lesquelles l'être humain est passé tout au fil de l'histoire. Il y a en fait 4 niveaux. Et nous sommes au dernier stade qui est l'éducation mixte, qui n'est plus une éducation traditionnelle, mais qui est une éducation qui est un amalgame, qui est complexe et qui tient compte des réalités internationales, des réalités qui ont été parachutées par la colonisation, par le contact des cultures. Donc le Mali vit dans cette ambiance mixte qui n'est plus traditionnelle, mais qui n'est pas moderne aussi. Entre deux. Oui. Entre deux. Est-ce que ce entre deux, on n'est pas un peu perdu? Est-ce que ce entre deux, on n'est pas perdu? On pourrait le dire, mais dans ce cas, il faudrait dire que toute l'humanité est perdue. Puisque tous les pays du monde sont confrontés à cette réalité-là. Il y a une tradition qui est là, dans tous les pays du monde. Et cette tradition-là est entrée en contact avec une certaine modernité. Et il y a une éducation qui est comme une synthèse de tout. On ne peut pas éduquer aujourd'hui quelqu'un sur le plan traditionnel en négligeant les défis actuels, les questions actuelles. La question du genre, la question du mariage pour tous. Donc, ce sont des choses qui font que l'éducation, toute éducation, le Mali n'est pas une exception, toute éducation devient une complexité de réalité. D'accord, je me retourne vers Taki Kanté pour avoir son aperçu de l'éducation au Mali aujourd'hui. Ça, c'est le professeur qui parle. C'est là Taki, l'écrivain aussi, qui a un aperçu, qui a un regard. Quel regard avez-vous sur l'éducation au Mali? Sur l'éducation au Mali. Déjà, le docteur a mentionné un point très important. L'éducation traditionnelle est une des plus grandes richesses dont nous disposons en réalité. Et nos ancêtres l'ont très bien compris à travers la charte de Kouroukanfouga, qui a été décrétée en 1236 sous l'égide de Soundiata Keïta et qui est un contrat social réellement entre les gouvernants et les gouvernés et qui consacrait à travers ces articles des codes de conduite, même par rapport à la vie en société, le respect par exemple des aînés, le respect des femmes et des enfants. Il y a un article par exemple dans la charte de Kouroukanfouga qui dit qu'il ne faut pas faire de mal aux femmes et aux enfants. Tout ça, ce sont des codes et qui, par exemple, qui interdisent le vol, qui interdisent le mensonge, donc qui donnent une ligne directrice à la vie de l'homme. Il y avait également des sociétés traditionnelles telles que le Koman, par exemple, chez les Bambara, etc. Bon, moi, par exemple, je suis Rassonké de la région de Kaï. Je sais qu'il y a une cérémonie traditionnelle pour les jeunes filles qui s'appelle l'Embeniou, où en fait on prépare les jeunes filles, les adolescentes en quelque sorte, qui commencent à passer de l'enfance à l'adolescence. On les prépare, on les tresse d'une certaine manière, on leur inculque de certaines valeurs. Bon, pour essayer de revenir un peu dans les... Parce qu'il n'y a pas antinomie forcément entre l'éducation traditionnelle et moderne, mais si on vient un peu au niveau des indépendances par exemple, en 1962, la loi instituant système éducatif au Mali a été votée sous Modibo Keïta. Et à partir de là, on sent que l'éducation était vraiment au cœur de la politique de Modibo Keïta. Donc à travers un vaste programme de construction d'écoles. Et je pense que de fil en aiguille, c'est vrai que le parcours de notre pays a connu moult rebondissements. Et aujourd'hui, l'éducation se trouve à un niveau, il y a pas mal de défis.
il y a un certain nombre de défis à relever, mais il y a pas mal d'initiatives aussi qui sont en cours pour la promotion de l'éducation. Notamment, par exemple, les États généraux de la jeunesse qui ont été tenus en janvier dernier, si je ne me trompe pas. Et il y a également un programme national d'éducation aux valeurs qui a été lancé, démarré en décembre 2023 et officiellement lancé en 2021 par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta. Donc ce sont des initiatives salutaires qui visent en fait à réconcilier, en tout cas à inscrire dans l'éducation actuelle certaines notions comme le yéredon, et certaines notions traditionnelles aujourd'hui malheureusement qui sont en perte de vitesse. D'accord. Pour rester dans l'éducation aujourd'hui, Taki vient de souligner un petit peu l'aspect politique de l'éducation à aujourd'hui. Vous qui êtes chercheur, vous avez évidemment travaillé là-dessus. Vous pensez qu'il y a eu fissure ou manque de constance, surtout l'alignement, si on peut le dire, l'alignement éducatif quelque part? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je pose cette question, c'est par rapport à la jeune génération qu'on indexe souvent. On indexe plus les jeunes, mais est-ce que ce sont les jeunes souvent qui sont mal éduqués? Est-ce que cette maléducation ne se retrouve pas aussi chez des personnes âgées, des personnes pas jeunes qui, à la base, peut-être n'ont pas été éduquées? Docteur Fofana. Oui. Merci beaucoup, madame. Je dirais que l'éducation se construit sur une base qui fait un peu peur. Puisque éducation signifie défi, prendre soin. Prendre soin, ça veut dire soigner. Pourquoi doit-on soigner? C'est parce qu'il y a maladie. Il y a des maladies naturelles chez l'être humain. Les hommes naissent, les chevaux naissent chevaux. Les hommes ne naissent pas hommes, ils naissent des demi-hommes en fait. Et l'éducation doit les soigner, les rendre pleinement hommes, pour eux-mêmes et pour les autres, pour l'individu et pour la collectivité. Et il n'y a pas d'éducation parfaite. On ne peut pas être pessimiste pour le cas malien, dire que l'éducation a foiré au Mali. On ne peut pas le dire parce que partout je où il y a ne dis pas ça, je veux juste dire que très souvent on indexe les jeunes. Très souvent on indexe les jeunes, mais en réalité, les jeunes ne sont pas responsables puisqu'ils ne peuvent pas se construire tout seuls. En fait, il y a des vrais problèmes liés aux adultes aussi, chez les adultes, qui sont liés aux défaillances des adultes aussi, si on peut parler ainsi. Il y a un problème, c'est-à-dire que nous sommes dans une éducation mixte. Les adultes ne sont pas toujours présents pour prendre soin, pour soigner les dérives de la jeunesse et pour d'abord se présenter eux-mêmes comme des modèles à suivre. Il y a des échecs à ce niveau. Donc, il y a de gros défis à relever. Donc, en fait, les problèmes de la jeunesse ne sont pas propres à la jeunesse malienne. Ces problèmes-là, ces insuffisances-là, on va dire que pour une grande part, les adultes en sont responsables. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Je veux dire, sur la ligne, parce qu'on avait déjà des valeurs africaines qui étaient très fortes, très ancrées. On le dit, même aujourd'hui, que le voisin éduquait un peu nos enfants et vice-versa, nous aussi on le faisait. Ces valeurs, on a tant bien que mal essayé de les préserver. Beaucoup les préservent encore, bien vrai qu'il y a beaucoup qui ont perdu ces valeurs-là. À quel moment ça a, comment dire, glissé, pour prendre le terme assez commun, ça a glissé ou ça n'a pas pu se chevaucher avec les politiques éducatives peut-être, avec le système éducatif peut-être. Est-ce que vous avez pu, comment dire, trouver là où il y avait le point de faille? Oui, si on doit parler de point de faille, je pense que ici on doit parler de la présence des éducateurs. Les éducateurs ont été moins présents à un certain niveau. La famille ou les éducateurs? Et les éducateurs en général. Ok. Les pères qui sont plutôt influencés, qui sont plutôt lancés dans la recherche de la subsistance matérielle surtout, plus que sur la question de l'éducation de leurs enfants. Vous allez voir qu'aujourd'hui, pas comme avant, la femme était une femme au foyer, comme on le voit dans les sociétés traditionnelles, et qui se chargeait de l'éducation de base des enfants. Mais aujourd'hui, la mère est dehors. La mère est dehors, c'est une commerçante, c'est une intellectuelle
souvent même qui est enseignante, qui éduque les enfants des autres au public et qui n'éduque pas ses propres enfants à la maison. Elle n'a pas ce temps. Donc ici, il y a une défaillance d'abord parentale. Les parents sont de plus en plus absents en réalité dans l'éducation de leurs enfants. Ils cherchent plutôt la nourriture, la subsistance matérielle. Il y a les politiques aussi qui ont montré une certaine défaillance. C'est-à-dire que là-bas, chez les politiciens, le point fort de leur défaillance, c'est quoi? C'est que le politicien n'est plus quelqu'un de modèle dans l'esprit de la jeunesse. Il n'est pas modèle. Il n'est plus un modèle. Il n'est plus un modèle. D'accord. Il n'est plus un modèle. L'éducateur doit être un modèle aussi. Il n'éduque pas. Sa nature, sa manière d'être n'éduque plus. Excusez-moi, il y a M. Moussa Mara qui avait dit dans une émission passée, il dit que c'est vrai qu'il y a des crises au Mali, surtout des crises d'éducation. Mais il revient aux administrateurs, aux dirigeants, de se présenter comme des modèles en diminuant le budget, en montrant, en se présentant tel que le pays même est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en renonçant à certains avantages, à certains luxes, à certains privilèges, à certains plaisirs. Et aujourd'hui, il y a une défaillance chez les dirigeants. On ne voit pas ça. Ils sont sur une autre planète. Et quelqu'un ne peut pas rester sur une autre planète et essayer de conduire, prendre soin d'un jeune qui est dans une autre planète. Comme on le dit souvent, on ne pense pas de la même manière que l'on soit dans un four ou bien dans un château. Donc une défaillance de ces dirigeants et ces dirigeants qui sont censés être des éducateurs. Vous direz quoi? Vous pensez aussi qu'il y a une défaillance des éducateurs? Je dirais c'est vrai, il y a une défaillance collective. Moi, selon mon entendement. Parce que l'éducation aujourd'hui a beaucoup changé. Autrefois, c'était vraiment l'affaire de la communauté tout entière. Mais aujourd'hui, l'éducation de plus en plus est l'affaire de la famille mononucléaire. Donc le père, la mère, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Si par exemple, un enfant faisait une bêtise, peut-être le voisin ou une tierce personne pouvait se permettre de corriger cette personne, de corriger l'enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident que cela. Bon, en termes d'expérience personnelle, par exemple, en 2022, comme j'ai eu l'occasion de suivre la formation de l'école démocratique du NIMD, il y avait un module qui était vraiment axé sur les valeurs traditionnelles. Et c'était animé par le professeur Iban Jai, qui est enseignant-chercheur et directeur du centre multipolaire d'Okaïdara. Donc là, c'est-à-dire qu'à travers vraiment des valeurs, comme il parlait de Maya, donc il parlait de notions comme Moroya, Morosebeya, Morosebedeya, Horoya, Anis Nanguya. Et en fait, nous, déjà pour des gens qui sont à l'université ou bien qui ont fini leur cursus scolaire, c'est comme si on était venu à une nouvelle école. Et nous, on s'est dit, mais c'est incroyable comme on ne sait pas. On pensait savoir, mais à travers un autre modèle d'apprentissage, on se rend compte à quel point le fossé est énorme. Il y a beaucoup de notions dont nous n'avons aucune connaissance. Après, nous sommes également allés au camp Kungoso, où le promoteur du camp Kungoso, M. Samake, nous a fait visiter. On a vu la faune, la flore, des plantes comme le caïcédra, le néré. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a une défaillance collective. Parce qu'on ne nous apprend plus ces choses-là, ces notions-là, pour les apprendre, on est obligé d'aller nous-mêmes à la quête. On est obligé, par exemple, de s'intéresser à telle formation pour pouvoir avoir cette information. Ou bien on est obligé d'approcher nos grands-parents. Et pour beaucoup de nos grands-parents, malheureusement, ne sont plus. Et c'est triste. Et également, il y a les réseaux sociaux aussi qui ont pris le dessus aujourd'hui. Malheureusement, on passe beaucoup trop de temps sur TikTok. TikTok, qui est un réseau social lancé seulement en 2016 avec plus d'1 milliard d'abonnés, c'est une catastrophe, malheureusement. Ça veut dire que c'est un effet nuisif sur l'éducation. Absolument. C'est compliqué. Si je peux intervenir, petite intervention. Bien sûr. Oui. Et au début de mon propos, j'ai parlé de l'ordre éducatif. C'est-à-dire que le monde même en tant qu'une éducation, le monde même en tant que source d'information. Lorsque on peut partir d'un phénomène bien connu au Mali, par exemple, qui peut montrer en réalité, qui peut nous permettre de répondre à cette question-là.
Qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque nous sommes dans la circulation au Mali, nous voyons des jeunes, des parents, et qui sont sur des motocyclettes, des vélomoteurs, des Jakarta, comme on le dit communément. Et on voit qu'il n'y a pas de casque. Ouais. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de chaussures fermées. Il n'y a pas souvent de rétroviseurs, souvent il n'y a pas de phare. Et ils ont même des écouteurs dans les oreilles aujourd'hui. Donc, ce fait, à partir de ce fait, on peut remonter aux causes. Puis, ça, c'est un effet. Mais quelle est la cause? La cause est dans la circulation. On voit par exemple des agents de la sécurité qui ne réagissent pas, qui ne font rien en fait, qui doivent éduquer dans la circulation. Ils sont absents. Ça montre une absence même des autorités. Une absence aussi parentale, puisqu'il y a des parents qui sortent comme ça de la famille. Souvent des femmes qui sont bien coiffées et qui pensent que les casques vont déranger, les coiffures, tout ça. Et on voit des accidents et personne ne tire des leçons. C'est explicatif. Ça montre effectivement une défaillance collective qui est là. Et une démission générale des parents aux autorités. Et les enfants, puisque chacun suit son monde, comme on le dit en Bambara, excusez-moi, le thème c'est un peu... voilà, ne fallait mieux bochim, non? À tout là, il fallait pas accorder. En fait, c'est ça. Tout à fait ça. C'est une réalité qui est là. Oui, l'enfant ne peut pas être éduqué dans un monde qui n'est pas éduqué. Ce n'est pas possible, malheureusement. L'enfant ne peut pas être éduqué dans un monde qui n'est pas éduqué. Quelle définition pouvez-vous donner alors à notre monde actuel, notre monde, notre espace de tous les jours, du Mali de manière nationale? Parce que je vous pose cette question. Vous venez de dire tout de suite, docteur Fofana, qu'il serait très difficile d'éduquer un enfant dans un monde qui n'est pas éduqué. Est-ce que ces enfants aujourd'hui qui ne sont pas éduqués, ça veut dire d'emblée qu'ils sont dans un monde où il n'y a pas d'éducation du tout? C'est cette affirmation alors? Non, il y a une éducation, mais elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Il y a une éducation de base. Le Mali est un pays très riche sur le plan culturel, sur le plan éducationnel. Ne serait-ce que la solidarité, ne serait-ce que l'écoute de l'autre, l'altruisme. Le Malien, on ne peut pas dire que le Malien n'est pas l'être humain l'être humain qui manque d'éducation, n'est pas comme ça, mais il y a une défaillance, il y a une insuffisance éducative au Mali. Une insuffisance éducative au Mali qui est là. Il y a une éducation, et cette éducation, elle est insuffisante. Il manque d'autorité. Il y a un problème d'éducation parce qu'il manque d'autorité. L'autorité est absente. L'autorité familiale, l'autorité administrative, officielle de l'État n'est pas réellement présent dans la vie du Malien. D'accord. Donc, du coup, je vais vous demander, on va glisser tout de suite, quel aperçu avez-vous des défis qu'on a aujourd'hui pour l'éducation? Quels sont les défis? Par rapport à ce que j'ai retenu comme défi dans la réalisation d'un bon système. Levez la main devant la bouche pour le micro. Oui. Et ce que j'ai noté un peu comme des défis dans la réalisation d'un bon système éducatif, il y a d'abord un problème de tri, de protection et de transmission des richesses traditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tradition malienne donne beaucoup de valeurs qui sont transmises à l'enfant, au citoyen, à l'homme, pour devenir pleinement homme. Et le monde a changé et il y a des valeurs qui sont devenues caduques. Mais souvent, ce n'est pas trié. Vous voyez que dans certaines régions, il y a toujours de l'esclavage. On doit éduquer à la liberté. Nous sommes dans une république. Donc, on va dire que la hiérarchisation des êtres humains n'est plus d'actualité. C'est obsolète, c'est une valeur obsolète, c'est une valeur qui ne marche plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, les éducateurs ne font pas ce tri-là. Toutes les valeurs soit sont transmises ou bien sont effacées par la force des choses. Mais il n'y a pas de vrai tri rationnel. Il y a ce problème-là. Jusqu'à présent, il y en a qui pensent que l'homme est meilleur que la femme, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de tri. C'est un défi déjà. C'est un défi déjà qu'il faut relever pour aller vers une société plus juste, plus performante, plus développée.
Il y a aussi le souci économique et financier. Nous sommes dans un pays pauvre, le Sahel. C'est un pays du Sahel. Alors que l'éducation ne peut pas aller sans investissement, sans finance. Sans finance, pour former les gens, pour entrer au cœur de la société et toucher la sensibilité, il faut des moyens, des moyens financiers. Et souvent, qui sont des moyens qui sont colossaux. Donc, ce ne sont pas de petits moyens. Vraiment, il faut s'investir. Il faut en faire une priorité. Donc, il y a ce problème-là. Comment générer des fonds pour investir dans l'éducation? On peut faire l'éducation gratuitement. L'éducation est très chère. Ça coûte cher. Mais est-ce que, par exemple, nos parents qui sont dans les campagnes pourront arriver à comprendre ça? Parce que investir dans l'éducation, on a l'impression que c'est plutôt dans les grandes villes où il faut avoir toutes les commodités nécessaires. L'enfant va à l'école, il se trouve dans une bonne école et tout. Est-ce que ce discours peut passer au niveau des villages, par exemple? Oui, ça peut passer au niveau des villages, puisque quand on parle d'éducation, heureusement, c'est un arbre qui a plusieurs branches. Donc qui approche les gens de manière diversifiée. Il y a l'instruction scolaire, c'est vrai, c'est une voie privilégiée pour éduquer, mais aussi il y a des formations. Lors des formations agricoles, on peut profiter de cette situation pour faire passer des messages d'éducation, des messages qui vont vers la construction de l'homme moderne, de l'homme dont le pays a besoin. Donc il y a des formations techniques, on peut faire passer une éducation morale lors des formations, lors des apprentissages, à l'école, en famille. Voilà. Et les partis politiques aussi ont un devoir qui est grand dedans, c'est l'éducation à la citoyenneté. Donc on peut passer par plusieurs chemins pour atteindre le peuple. Ce n'est pas seulement l'école qui est l'instruction théorique, mais aussi il y a des voies pratiques aussi pour atteindre les hommes. D'accord. En termes de défis, toujours? Oui, il y a une faiblesse, c'est vrai, de l'éducation à la citoyenneté. Souvent, on n'arrive pas à montrer aux Maliens. Et là, je questionne toujours les autorités. Je pense que le problème se situe là-bas. Ce sont eux qui sont instruits. Ce sont eux qui savent ce que c'est que la citoyenneté. Il y a un problème d'éducation à la citoyenneté. Cette éducation est faible. Souvent, le citoyen ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'une république? Si on voit qu'il y a une vieille dame qui est tuée dans un endroit sombre là-bas, c'est parce que ces maîtres-là ne savent pas que cette dame-là aujourd'hui n'est plus esclave. Elle est citoyenne comme lui. Donc il y a une faiblesse de l'éducation à la citoyenneté. Et les politiques aussi sont trop rigides dans leur manière d'approcher les choses. Par exemple, lorsqu'on parle de la démocratie, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment triste de le constater, les Maliens n'aiment plus la démocratie. Ils vomissent la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie, ce sont les démocrates. Des pseudo-démocrates. Oui, les pseudo-démocrates. Ce sont les... C'est bon. Donc, il y a le problème du terrorisme qui fait que l'État est un peu handicapé. Bon, aujourd'hui, on remercie un peu les autorités. On remercie surtout les autorités qui ont un peu gagné d'une manière assez réelle plusieurs endroits qui étaient perdus en 2020. Donc, il y a le problème du terrorisme qui fait qu'on a des problèmes souvent d'atteindre certaines régions. On a des collègues chercheurs, par exemple, qui sont dans les sciences de l'éducation, qui veulent mener des enquêtes ou bien passer des informations dans certains endroits qui ne sont pas sécurisés. Donc, ça joue négativement sur l'impact de l'éducation, sur la vision nationale de l'éducation, parce qu'on ne peut pas atteindre certaines zones. Ça, c'est un problème aussi. Aujourd'hui, ce problème est en phase d'être résolu, puisque l'armée monte en puissance et que ces régions-là sont davantage sécurisées. Je vais me tourner aussi vers Taki quand même, parce que je suppose que vous allez rejoindre pas mal de points en termes de défis. Vous, votre lecture des défis, vous avez quoi? Alors, en termes de défis, déjà, le Mali, il faut qu'on réalise qu'on est vraiment un grand pays. Et quand je dis un grand pays, sur le plan de l'éducation, le plan de la culture,
Déjà, eu égard à tous les empires qui se sont succédés sur l'espace sur lequel nous vivons aujourd'hui, empire du Ouagadougou, empire du Mali, empire Songhai, ce n'est pas par nostalgie mal placée que je le dis, hein, mais je le pense, mais vraiment sincèrement. Et nous avons tous les moyens de préserver et de raviver cette richesse-là, en réalité. Le Mali aussi, c'est un pays qui est extrêmement jeune. Ça, c'est une réalité. Donc, quand il y a une grande jeunesse dans un pays, je pense que ça signifie tous les possibles. Parce qu'il y a le dernier recensement, le 5e recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 5, les chiffres qui ressortent de ce recensement-là, c'est que l'âge moyen de la population malienne est de 21 ans. Et près de la moitié de la population malienne a moins de 15 ans. 47% de la population malienne a moins de 15 ans. Donc c'est une grande jeunesse et des capacités inouïes que nous pouvons utiliser pour modeler le futur de notre pays. En termes de défis, Dr Fofana l'a dit, il y a l'insécurité. L'insécurité est un défi majeur aujourd'hui parce que, malheureusement, avec le terrorisme qui sévit, il y a pas mal d'efforts qui sont déployés pour pouvoir mettre fin et pour pouvoir juguler la crise. Mais malheureusement, il y a quand même 1500 écoles qui sont fermées. Selon une note de l'UNICEF de 2023, 1500 écoles sont fermées ou non fonctionnelles à cause de la sécurité. Il y a des zones comme Menaka, par exemple, où c'est près de la moitié des écoles qui sont fermées à cause de l'insécurité. Également, il faut aussi, je dis ça, rehausser le niveau, c'est un peu prétentieux, mais rehausser le niveau des enseignants en termes de défis. Parce que pour pouvoir bien former, il faut avoir soi-même un bagage intellectuel, il faut être soi-même bien formé pour pouvoir former quelqu'un d'autre. Donc, il faut un essor à la fois qualitatif et quantitatif. Vous venez, entre parenthèses, avant que vous ne puissiez continuer dans les défis, vous venez de dire tout de suite que la jeunesse était un avantage. Mais j'ai envie de vous demander, avant que vous n'alliez plus loin, est-ce que cette jeunesse aussi n'est pas une bombe à retardement quand on prend en compte tous ces défis, peut-être qui ne sont pas à surmonter tout de suite? Oui. C'est vraiment la médaille et le revers de la médaille. Cette jeunesse c'est une grande ressource, mais elle ne sera que ce qu'on en fera. Donc si on l'exploite de façon efficiente, on aura des résultats extraordinaires. Mais si cette jeunesse galvaude son énergie dans des activités qui ne lui serviront pas, mais malheureusement, on se retrouvera avec, comme vous l'avez si bien dit, Fadima, on se retrouvera. Est-ce que ce n'est pas le cas? Oui, je dirais que c'est le cas. D'accord. Pour détailler un peu ce que Mme Taki dit, effectivement, c'est le cas parce que quand on parle de terrorisme, par exemple, la force du terrorisme est tirée de la jeunesse. Une population qui est jeune, qui est désœuvrée, qui n'est pas appelée au patriotisme assez tôt et qui est récupérée par des organisations obscures et employée contre le pays. Il y a cela. Donc ça, c'est votre bombe à retardement. Notre bombe à retardement. Oui, bien sûr. Que vous, pour revenir à votre mot. Donc ça, c'est une réalité qui est là, qui est vraiment une véritable bombe qui est là, qui est même enclenchée déjà. Et il ne s'agit pas seulement d'une victoire forcément militaire chaque fois. Il faut une victoire aussi sur le plan de l'éducation. Comment récupérer cette jeunesse-là avant qu'elle ne prenne les armes. Mais quand vous voyez tous les jours cette jeunesse qui est vraiment accrochée à la technologie, notamment au téléphone, c'est pas plus mal. C'est bien parce que le téléphone aussi est une ouverture vers le monde. On a accès à des livres, des bibliothèques, des universités, plein de choses. Mais à 80% sont sur des divertissements. Absolument. Et en fait, vous allez me dire que je rejette forcément la faute sur l'autre. C'est vrai qu'il y a un problème d'abord dans le message scolaire, universitaire. Par exemple, les programmes ne sont pas appropriés. Par exemple, on enseigne des matières qui n'ont rien à voir avec la vie réelle, qui n'ont rien à voir avec les défis réels. Et on revient toujours à ce même problème-là. C'est une jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là? On crée des chômeurs, on crée des désœuvrés.
On crée des gens qui vont se coller à la première distraction qui vient, sans savoir qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que la nation attend d'eux. Donc, il y a ce manquement-là qui existe. Et il y a cela. Donc, il y a le problème de chômage de la jeunesse. On crée une masse de chômeurs, donc potentiellement de bandits. Donc, tout cela, je pense que on doit mieux utiliser cette jeunesse-là. Essayer d'avoir un regard plus responsable vis-à-vis de cette jeunesse-là. Et je pense que d'ailleurs même la première mission des parents et aussi des administrateurs, des enseignants et du peuple en fait. Voilà. Est-ce que c'est pas une mauvaise volonté aussi quelque part? Parce que de qui exactement? De la plupart des jeunes ou des personnes, on va dire. Parce que c'est pas seulement que les jeunes qui sont mal éduqués. Je pense que il y a même des adultes aussi qui sont mal éduqués. Est-ce qu'on ne pourra pas dire c'est une insouciance? Non, là quand même c'est fort. Mais est-ce que c'est pas une mauvaise volonté? Simplement, je veux prendre un petit exemple. Vous voyez, tout de suite, vous allez sortir de Bamako, vous êtes à l'aéroport, Bamako c'est nous. Vous avez vos valises et tout, vous allez monter dans l'avion. Dès que vous atterrissez dans la ville après l'aéroport, mais vous voyez le même Malien, le même citoyen que vous avez vu à l'aéroport et qui n'est pas organisé, qui ne respecte pas la file d'attente, qui veut forcer, qui veut truc. Mais tout de suite, il est arrivé pour prendre le plus simple à Roissy-Charles de Gaulle à Paris, mais il devient correct, il devient droit, il devient un vrai citoyen. Il sait qu'il a besoin des documents en ordre pour pouvoir circuler, par exemple, en Espagne, en France, aux États-Unis, mais au Mali, pas. Alors, est-ce que c'est un problème d'éducation toujours? Bon, pour ma part, moi, j'estime que oui. C'est un problème d'éducation et aussi les sanctions qui font suite. Parce que lorsqu'ils vont dans ces autres pays, comme vous l'avez si bien dit, ils savent que lorsqu'on se comporte ainsi, c'est impensable. Et lorsqu'on se comporte ainsi, il y a des amendes. Il y a des sanctions, il y a un suivi. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir le même agissement. C'est pour ça que le même Malien qui se permet peut-être de jeter des mouchoirs dans la rue, de manquer peut-être, enfin, d'avoir des comportements peu orthodoxes chez lui, une fois qu'il arrive ailleurs, il se comporte autrement. Donc, s'il y a des mesures de coercition et s'il y a des sanctions qui sont mises en place lorsqu'on ne respecte pas certaines mesures, je pense que les gens vont arrêter. Je pense. Oui, effectivement, je dirais que c'est une question d'éducation, mais c'est un problème d'éducation, à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'éducation reçue qui n'a pas suffi. L'éducation reçue qui n'a pas suffi, on le voit communément. Ça commence dès que l'enfant se met à marcher. Par exemple, par amour pour l'enfant, un amour d'ignorant. Donc, on voit que les parents laissent l'enfant, par exemple, causer des dommages, faire tomber dans le vandalisme, détruire des biens qui ne lui appartiennent pas. Et dès là-bas, il devait suivre soit un langage correcteur, soit une pratique correctrice. Mais malheureusement, ça manque. Et l'enfant grandit dans cette réalité-là. Donc, il y a un problème d'abord des éducateurs, mais un problème d'auto-éducation aussi. Parce qu'à un certain niveau, nous avons tous subi pas d'éducation parfaite. Nous avons tous subi des insuffisances dans notre éducation. Mais à un certain niveau, avec la conscience humaine, l'individu devrait avoir assez d'esprit pour se remettre en cause, pour se critiquer lui-même. Comme Épicure le dit, qu'est-ce qui m'arriverait? Qu'est-ce qui m'arriverait si je réalise ceci? Qu'est-ce qui m'arriverait si je me conduis comme ça? On pense que l'individu même peut se remettre en cause, se réfléchir sur la question. Qu'est-ce que mon pays va devenir si je continue dans cette voie-là? C'est vrai que mes parents ont fait des erreurs. Mais est-ce que je suis obligé de suivre l'exemple de mes parents dans ce cadre-là, dans cette situation? Donc je pense qu'il y a un manquement à l'éducation sur deux niveaux. D'abord, il y a le niveau de l'éducation reçue, qui a été insuffisante, une éducation insuffisante. Et il y a le niveau de l'auto-éducation, de l'éducation de soi-même. Le monde est éducatif, comme je l'ai dit au départ. Le monde même est une éducation. Le monde même est une éducation.
Donc, on peut regarder le monde, regarder l'actualité, regarder les règlements et se corriger soi-même. Si je peux me permettre, et juste pour apporter encore une fois de l'eau à son moulin, même l'état de... Le réchauffement climatique que nous vivons actuellement, c'est dû aussi à l'abattage excessif des arbres. Tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Et on se plaint souvent que les caniveaux soient bouchés, qu'il n'y a pas de moyens d'évacuation. Mais c'est notre propre comportement qui agit aujourd'hui sur la nature. Et nous vivons quasiment dans un pandémonium, dans un enfer. Il fait excessivement chaud. Et on se plaint, mais alors que ce sont les conséquences de nos propres actions. C'est vrai, c'est les conséquences de nos propres actions. En tout cas, c'est les conséquences de beaucoup d'actions. Moi, je veux aussi prendre un petit exemple. Il ne faut pas aller loin. C'est que dans les pays côtiers, pour ne pas indexer un pays ou même pour indexer très généralement la Côte d'Ivoire, moi, c'est le pays où tous les enfants, pratiquement sans exception, qu'ils soient dans un environnement rural ou dans une grande ville, appellent tout le monde tonton, tata. Quand on les envoie, ils vont venir chez la voisine. Oui, c'est tata, bonjour tata, c'est maman qui me dit de venir vous demander si, ça. Ça choque tout de suite, mais quand on revient un peu dans nos pays sahéliens, il y en a pas mal, heureusement, qui appellent tonton, tata. Moi, j'ai vu le cas d'un petit jeune malien, quand il est en vacances en Côte d'Ivoire, il appelle tout le monde tata, normal, mais quand il rentre au Mali, il perd un peu de ses valeurs acquises pendant ses vacances. Et la question que j'ai envie de demander aux spécialistes en philosophie de l'éducation, est-ce qu'en termes d'éducation, on désapprend? En termes de valeurs, on désapprend. Pas, oui, peut-être même au niveau de l'éducation scolaire, mais est-ce qu'on désapprend des valeurs? Est-ce qu'on désapprend? Question assez... en éducation, il faut approcher la question sur deux plans. On désapprend sans désapprendre. C'est-à-dire que c'est dès qu'on apprend quelque chose à un enfant, l'enfant qui est l'objet classique de l'éducation, et cette chose-là reste ancrée en lui. Ça reste ancré en lui, mais il faut une certaine surveillance pour qu'il puisse la réaliser. Donc on peut dire qu'on ne désapprend pas. Lorsque ça entre dans l'esprit, ça peut être présent à la conscience actuelle, j'en appelle un peu au freudisme. Donc ça reste dans l'esprit, ça reste gravé dans l'esprit. Mais ce n'est pas actuel, ce n'est pas actualisé. Ça a besoin d'actualisation. Ça a besoin que l'entourage essaie de lui rappeler chaque fois cette règle. Sinon, on va dire qu'on désapprend, ça veut dire quoi? Ça va tomber dans l'obscur, dans la partie obscure de l'esprit. C'est ça le problème avec l'être humain. Ce n'est pas de l'instinct, ce n'est pas instinctif. Comme Emmanuel Kant le dit, ce n'est pas instinctif, c'est rationnel. Donc, il faut que, rationnel, ça veut dire ratio calcul, il faut que le calcul des semblables, des proches, lui rappelle toujours ce résultat-là. Si tu fais comme ça, c'est comme ça. D'accord. Chaque action a tout ça comme conséquence. Oui. Donc, il faut une présence extérieure pour chaque fois rappeler que c'est comme ça on fait. Et à la longue, avec le temps, ça va rester dans l'automatisme de la personne. Et la personne ne doit plus oublier. Et voilà. D'accord. Alors, pour pouvoir maîtriser notre temps, on va aller à un autre chapitre quand même. Il s'agit de la question du genre. La question du genre avec notre sujet central d'aujourd'hui, l'éducation. Le genre. Aujourd'hui, on a les jeunes garçons, on a les jeunes demoiselles. Vous l'avez souligné à un moment donné à votre développement, c'est de donner les mêmes chances éducatives aux deux sexes. Oui. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un conflit, il y a des discussions, il y a des débats comme quoi la femme ne doit pas se prétendre à être égale à l'homme. Il y a aussi ce féminisme qui se dégage quelque part, une incompréhension ou pas. Monsieur,
le docteur Fofana. Et effectivement... Et évidemment qui pousse vers les violences basées sur le genre, parce que ça peut créer des conflits au sein des communautés, au sein même des foyers. Absolument. Donc il serait difficile de parler de l'éducation en fait sans parler de cette question du genre-là, de rapport homme-femme, ou fille-garçon. On peut dire aujourd'hui que, comme je l'ai dit, nous sommes dans une société mixte qui n'est plus traditionnelle, qui doit renoncer à certaines choses qui sont traditionnelles. Je vais dire valeurs, mais qui ne sont plus des valeurs en fait. Comme le fait de voir l'homme comme supérieur à la femme, et qui crée des problèmes. Aujourd'hui, on parle de la déscolarisation des filles, qui est une réalité actuelle du Mali. Souvent, les filles sont déscolarisées pour des raisons telles que le mariage précoce, telles que le fait de forcer une jeunesse immature à produire comme des adultes. Donc, il y a plusieurs facteurs. La grossesse précoce. Donc, ce sont des problèmes réels qui sont là, qu'on ne peut pas négliger, et qui sont plutôt, qui font appel à une nouvelle éducation de la femme, qui doit renoncer aux valeurs traditionnelles et montrer que ces choses-là ne sont plus utiles aujourd'hui. Ce n'est plus l'homme qui est le chef de famille. Aujourd'hui, il y a des femmes chefs de famille, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes qui sont médecins. Voilà. Ça crée quand même des conflits un petit peu. Hein? Oui, bien sûr. C'est un bras de fer même dans les couples. Absolument, absolument. Mais la réalité impose un changement de mentalité, une éducation de mentalité. Parce que ça n'arrange plus les gens. Moi, je me souviens très bien. Mon père est décédé quand j'avais 11 ans. Et puis, il était dans cette éducation traditionnelle où la femme reste au foyer. Mais il est décédé brutalement. Et les mamans ne savaient plus quoi faire. Voici le monde d'aujourd'hui. Si c'était un monde d'avant, comme elle a parlé de la famille nucléaire. Mononucléaire, oui. Voilà. Lorsque, avant, il y avait une famille large où l'oncle peut prendre la mère ou bien comme ça. Mais ce n'est plus comme ça. C'est chacun pour soi. Et dans cette vie, la femme doit être une femme responsabilisée, une femme éduquée au même titre que l'homme, une femme émancipée sur le plan économique, sur le plan mental. Professionnel, qui s'affirme et qui est une base solide du foyer. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont liés aux gens. C'est vrai, il y a des problèmes qui sont liés plutôt à l'éducation des filles. Il y a le problème de l'excision. On parle de plus de 3 millions de filles excisées, de moins de 9 ans excisées chaque année en Afrique, d'après les résultats des études de la journée, la 15e journée nationale de lutte contre l'excision, qui a eu il n'y a pas très longtemps. Pas trop, la 15e journée, c'est 2018 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc il parle de ça, 91,5 millions de femmes en Afrique qui souffrent des séquelles liées à l'excision, qui empêchent le développement personnel, qui empêchent la contribution dans le développement de la société. On pense qu'on doit rééduquer ces mentalités-là. À part ces quelques points, à mon avis, il faut être humble à mon avis, à part quelques points qui sont des problèmes dans l'éducation de la femme, je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde mixte, dans cette société mixte, il n'y a plus d'éducation. Je pense qu'il n'y a plus lieu de penser une éducation purement féminine et une éducation purement masculine. Les deux sexes sont confrontés au même défi. On peut violer un petit garçon comme une petite fille. Un petit garçon peut se métamorphoser par le fait de la biologie, par la chirurgie pour devenir une fille. Une fille peut devenir un homme. Et le baccalauréat, les examens, les concours nationaux ne sont plus des concours réservés aux femmes, aux hommes. Mais ce sont des concours réservés. Même dans les corps d'armée, maintenant, on recrute des femmes. Ouais, donc, à part ces quelques points que j'ai cités, peut-être qu'il y a d'autres points. À part l'excision et puis la déscolarisation, la faible scolarisation aussi, qui est un autre problème. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'une éducation commune. Filles. Merci beaucoup, Dr Fofana. Il y a aussi un sujet qui très souvent revient pendant la préparation de ce plateau. J'ai voulu vraiment qu'on puisse aborder ça, parce que quand on parle d'éducation, on parle de citoyenneté, on parle de civisme, on parle de beaucoup de valeurs. Éducation et panafricanisme.
Est-ce qu'ils font bon ménage? Tout à fait, ils font bon ménage. Et pourquoi comment pas? Oui. Parce que le panafricanisme, c'est une vision politique pour la promotion et pour rehausser, je pense, les droits des Africains. Nous, on avait un professeur, paix à son âme, le professeur Abdoulaye Sall, l'ancien ministre, qui nous disait que le panafricanisme, c'est le pouvoir des Africains pour les Africains et par les Africains. Donc, en fait, oui, ça dépend de la manière. En fait, tout se fait dans la base du respect. Et le point que vous soulevez est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, on constate qu'il y a vraiment pas mal de pugilats, notamment sur les réseaux sociaux, où certaines personnes, en fait, se croient beaucoup plus panafricains que d'autres. Et tout de suite jettent l'opprobre ou bien jettent l'anathème sur les personnes, d'autres personnes qui ont des visions différentes, ou une autre manière plus subtile d'aborder le sujet. Le panafricanisme, c'est pas forcément binaire. Le panafricanisme, le but, c'est quoi? C'est de faciliter, par exemple, les échanges socio-économiques entre les Africains. Ce serait bien, par exemple, que moi, en tant que Malienne, je puisse aller au Rwanda, je puisse aller facilement en Afrique du Sud, que je puisse aller au Sénégal, que je puisse échanger avec des jeunes Sénégalais, que j'apprenne leur culture, qu'ils apprennent la mienne, qu'on fasse des séances de brainstorming ensemble. Ce n'est pas uniquement des mots et ce n'est pas seulement scander des grands propos. Parce que si on ne fait pas attention à cela, en fait, je pense qu'on risque de passer à côté du message véritable que voulaient faire passer ces grandes figures panafricaines, comme Modibo Keïta, comme Philidabo Sissoko, comme Kwame Nkrumah ou Senghor ou autres. Moi, je pense en fait qu'aujourd'hui, la génération que nous sommes, nous devons beaucoup plus être dans la subtilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous devons beaucoup plus être dans le travail et dans les résultats, dans l'efficacité. Et surtout, le plus important, c'est le respect de l'opinion de l'autre. Donc, je pense bien, Amadou Ampateba disait, si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère. Et c'est ça qu'on doit essayer de cultiver aujourd'hui. Le panafricanisme, c'est le développement socio-économique. On ne peut pas se dire, par exemple, panafricain et être peut-être se complaire dans le marasme et être intolérant peut-être envers un autre de nos frères africains, par exemple. Donc moi, ma vision, c'est vraiment... je pense que tout est possible lorsque il y a les garde-fous du respect. Là où on fait vraiment erreur, c'est lorsqu'on traite les autres, par exemple, on accuse les autres de ne pas... Chacun a la liberté d'opinion et d'expression, c'est fondamental. Merci beaucoup. Docteur Fofana, est-ce que c'est une prolongation assez naturelle, normale de l'éducation, ce vent de panafricanisme qui souffle intensement, on pourra dire, c'est une en bonne Afrique chose, hein, moi je pense. Moi, personnellement, je pense que le panafricanisme entre dans une catégorie de réalités totalement opposée à l'éducation, selon moi, à mon avis. Parce qu'il parle de civisme, il parle de citoyenneté, il parle de certaines valeurs, de solidarité. Effectivement. Et en fait, le mot panafricanisme suscite à moi plus de questions que de réponses. C'est comme tous les mots qui se terminent par isme. Ce sont en général des idéologies. Des idéologies créées par une certaine classe pour forcer les autres à voir la réalité, à percevoir la réalité dans le sens de leur propre intérêt. Parce que, en général, ceux qu'on voit comme les panafricains, comme Bob Marley le disait, il y a la moitié de l'histoire qui n'est pas expliquée. C'est une idéologie. Ça cache des choses auxquelles nous n'avons pas accès pour bien juger la chose. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas les mêmes en réalité. Nous ne sommes pas les mêmes. À la lutte ouvrant les choses, nous ne sommes pas les mêmes. On peut parler de panafricanisme lorsqu'il y a encore des États avec des frontières, lorsqu'il y a des cultures, et que même dans un même pays, il y en a qui ne sont pas prêts à renoncer à certaines valeurs démodées. La hiérarchie des hommes, en pensant que celui-là c'est un noble. Au Mali, par exemple, il y a des nobles, il y a des castes. On n'est pas prêt à renoncer à cela. Et comment vous voulez que
puisque le noble malien, par exemple, le Traoré, n'accepte pas, par exemple, quelqu'un qui, le Kouyaté, par exemple, en tant que son égal. Est-ce qu'il va accepter le Sud-Africain comme son égal? Quel que soit, ce n'est pas idéologique. Je pense qu'il y a des intérêts cachés derrière ce mot panafricanisme. Personnellement, moi, je suis même au-delà du panafricanisme. S'il s'agit de solidarité, d'humanisme, moi, je ne me reconnais même pas en tant qu'Africain. Je me reconnais en tant qu'humain. Je suis un être humain, pas un Africain. Être panafricain, c'est encore tomber dans un certain égoïsme. Et celui qui n'est pas africain, qui il est? Est-ce qu'on doit éduquer, par exemple, quelqu'un en lui expliquant qu'on doit se battre pour l'Afrique? On doit sauver l'Afrique. L'Afrique n'est pas une réalité isolée. Et pour moi, le panafricanisme serait une idéologie, donc un mal qui est fort, hein, qui est très fort, mais un mal quand même. Et je pense que l'éducation devrait aller au-dessus. Je respecte cet avis que je ne partage pas. Du panafricanisme. Voilà. Ne la partagez pas. Non, je ne partage pas cet avis dans son entièreté. Par contre, c'est vrai, le panafricanisme est dynamique, à mon sens. Donc, c'est une idéologie qui vient pour promouvoir les droits de certaines populations qui ont été longtemps lésées, qui se sont retrouvées dans une position de faiblesse à un moment donné et qui ont décidé de s'organiser autour d'un idéal pour pouvoir mieux se développer, selon mon entendement. Alors maintenant, autour de ce panafricanisme, bien sûr, il y a beaucoup de personnes, il y a des radicaux. C'est comme dans tous les mouvements, même quand on parle de féminisme, il y a toujours des radicaux dans les mouvements, mais il ne faudrait pas que ces radicaux, et souvent qui manquent de tact, de finesse, qui manquent de respect aux autres, puissent venir nous faire complètement dégoûter du mouvement en lui-même. Je vous suis. Merci beaucoup pour vous, chers téléspectateurs. Vraiment, c'est ça, réflexion politique. C'est vraiment poser des réflexions et la développer. Il y a un aspect aussi que j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir ensemble. Il s'agit de l'éducation face au terrorisme. Oui. Normalement, quand on est éduqué au sein de la famille, au sein des communautés, on a des valeurs. Mais aujourd'hui, pour un pays comme le Mali qui est face au terrorisme, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, ce n'est plus... C'est vrai qu'il y a le côté pécunier peut-être, mais quelle est votre réflexion par rapport à l'éducation face au terrorisme? Et je mets le terrorisme et elle est doublement ma soeur, hein, parce qu'on se critique. Je mets le terrorisme et le panafricanisme dans la même corbeille. Excusez-moi vraiment. Ce sont des idéologies. Vous avez votre droit. Oui, bien sûr. Le terrorisme, pour moi, qui est pire que le panafricanisme d'ailleurs, le terrorisme, c'est le fait de passer par la terreur pour imposer une politique ou une action. Pour moi, c'est le résultat d'une mauvaise éducation. Le terroriste, c'est quelqu'un qui est mal éduqué, qui manque d'éducation. On ne peut pas être bien éduqué, être citoyen du monde, être respectueux de toutes les valeurs humaines et puis être terroriste. Donc pour moi, l'éducation et le terrorisme, c'est l'absence d'éducation qui se manifeste sous forme de terrorisme. Et quand je dis terrorisme, je ne parle pas seulement de terrorisme islamiste, comme on le voit aujourd'hui. Je n'ai pas dit islamique, mais islamiste. C'est-à-dire qui prétend être islamique, mais qui n'est pas islamique et islamiste. Donc, qui est une autre idéologie. Tu utilises la religion musulmane comme un bouclier. Ok, d'accord. Et comme un bouclier pour cacher des choses. Mais en réalité, quand on dit terrorisme, il faut aller d'abord au début de l'histoire. Ou bien un peu en arrière en tout cas. Il y a plusieurs genres de terrorisme. Le terrorisme le plus fort, le plus dangereux pour nous, Africains par exemple d'aujourd'hui, puisque nous sommes sur cette terre-là, c'est d'abord le terrorisme occidental. C'est l'impérialisme occidental. Le fait de nous poser des visions figées de démocratie, c'est du terrorisme. Le fait de nous imposer des visions figées de la démocratie. Par exemple, lorsque un président qui n'a pas été élu, je parle du cas de Assimi Goïta, je l'appelle comme ça, lorsqu'il appelle un peuple et qu'il y a des millions qui sortent, qui représentent une population qui est plus représentative, plus importante que la population qui vote un démocrate, je pense que c'est de la démocratie. Donc on ne peut pas parler
parler de terrorisme sans parler de l'impact de l'Occident, du terrorisme occidental qui nous impose des choses en s'appuyant sur les médias, sur une armée forte, sur l'OTAN par exemple, pour nous imposer des choses qui vont contre notre manière de voir le monde. À côté, il y a le terrorisme islamiste aussi, donc ceux qui se cachent derrière l'islam pour faire des trafics, pour enrôler une jeunesse pour en faire quelque chose de négatif. Donc pour moi, terrorisme veut dire, pour me résumer, absence d'éducation. Merci beaucoup. En tout cas, ça veut dire c'est clair et net. D'après Dr Fofana, il manque beaucoup d'éducation. Tagui, c'est le même avis chez vous? Sur la base de l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages qui a été réalisée sur la période de janvier à mars 2023, on a en fait 57% de la population malienne, soit environ 6 personnes sur 10, qui n'ont pas de niveau d'instruction. Et c'est d'autant plus exacerbé en fait dans les zones rurales comparativement aux zones urbaines, et d'autant plus exacerbé pour les femmes que pour les hommes. Et il y a aussi l'extrême pauvreté qui contribue au terrorisme. Ça contribue au terrorisme dans la mesure où les gens sont désœuvrés. Donc il y a l'oisiveté, ils ne savent pas que faire. Lorsqu'on est assis comme ça, par exemple, au grain toute la journée, en train de boire du thé, autour du thé par exemple, et qu'on a une opportunité, une tierce personne vient et nous propose 50 000 francs par mois ou 300 000 francs par mois, quand même la tentation elle est forte. Et ça c'est le volet économique. Et le volet économique. Mais le volet éducatif, quelqu'un qui a reçu des valeurs, qui a reçu une bonne éducation, est-ce que cette personne peut facilement être embarquée dans des actions, dans des actions, des mouvances terroristes? Je peux prendre? Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Quelqu'un d'éduqué ne veut pas être terroriste. Ce n'est pas possible parce que lorsque j'ai mené cette enquête-là un peu, cette enquête théorique, en essayant de revoir plusieurs systèmes de culture, plusieurs institutions culturelles, pour voir s'il y a des traces qui montrent que le terrorisme est bien et qu'on doit éduquer vers le terrorisme, je n'en trouve pas. Et si vous me permettez, je vais en citer. Il y a la religion d'abord, surtout l'islam, qui est souvent celle qui revient beaucoup dans la bouche des terroristes, en tout cas du côté du Sahel. L'islam dit que je prends, c'est le Coran chapitre 88, versets 21-22. Donc, on dit de rappeler et de se limiter au rappel, mais de ne pas dominer. Rappelle quand tu n'es qu'un rappeleur, mais tu n'as pas le droit de domination sur eux. Mais le terrorisme, c'est la domination, c'est la force, c'est la violence que l'islam interdit dans un verset qui est clair. Donc, on ne peut pas prétendre être terroriste et être musulman. Même, je pense qu'au temps du prophète, de l'islam, il y a des peuples non islamiques qui vivaient avec eux, aux côtés des musulmans. D'accord, le temps risquerait de nous faire défaut si... Oui, allez-y. Oui, effectivement aussi. Dans la charte de Kourgafuga de 1236, donc, on dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Je pense que ça dit tout. C'est le droit naturel de l'être humain. Et on doit éduquer chacun par rapport à ce droit-là. Tu as droit à ta vie. Tu as droit d'être en sécurité. Tu as droit de penser comme tu veux. Si tu ne fais pas, tant que tu ne fais pas du mal à l'autre. Donc je pense que là, c'est assez clair. Il y a d'autres aussi. Il y a les droits de l'homme de 1948. Il y a la charte africaine des droits de l'homme. Tout cela, ça revient là-dessus. Tout cela, ça va à l'encontre de ce que le terrorisme dit habituellement. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord. Donc, en un mot, le terroriste manque d'éducation. C'est ce que je retiens pour ce paragraphe, s'il faut le dire, et oui. sous la certification de docteur Fofana, et même quelque part. Il y aurait même un point essentiel, si vous me permettez encore. Bien sûr. Et il y a la dawa en islam. Il y a dawa. La dawa, c'est une forme d'éducation. Donc, de nomadisme en éducation, où on se promène pour éduquer les gens à la religion.
Il y a le djihad aussi en tant que guerre, en tant qu'un conflit, c'est un conflit plutôt intérieur, moral. C'est de contre ses propres passions. Quand on parle de djihad, c'est d'abord ça. Avant de passer au fusil, c'est d'abord ça. Le combat contre soi-même. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame Taki Kanté, docteur Fofana. Voilà, au regard de tout ce qu'on a pu poser ici comme réflexion, dégager les différents défis, vous avez déjà avancé pas mal de recommandations, mais j'aimerais bien vous reposer cette question-là, à savoir, qu'est-ce que vous recommandez pour pouvoir éventuellement relever les défis sur l'éducation aujourd'hui? Oui. Okay. Recommandation. Oui, moi, la première recommandation, c'est quoi? Ça s'adresse surtout aux administrateurs, à ceux qui sont appelés à éduquer. Et d'abord, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a d'énormes problèmes. Pas de solutions, mais le fait de prendre conscience qu'il y a d'énormes problèmes dans les programmes scolaires, dans le comportement du citoyen, dans la circulation, dans le comportement du citoyen par rapport à la démocratie, dans le comportement du politicien par rapport à l'image qu'il diffuse de la société. Le fait de prendre conscience d'abord et la prise de conscience qu'il y a d'énormes défis pour ne pas tomber dans une certaine, comment je vais le dire même, dans une certaine ivresse, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Et il y a d'énormes défis, il y a d'énormes problèmes, premièrement. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'il faut chercher à comprendre ces problèmes-là, c'est-à-dire les problèmes d'éducation de la jeunesse, des messages à donner, donc pour avoir plus d'impact. Et aussi, je pense qu'il faut financer des recherches, il faut financer l'éducation. L'éducation ne va pas sans financement. Voilà, donc je pense Merci beaucoup pour ces recommandations quand même assez pertinentes. Oui. Madame Taki. Merci infiniment, Fadima, pour cette question. En termes de recommandations, je pense qu'elles sont multiples. Donc, déjà, il faudrait pouvoir rehausser le niveau des enseignants et pour avoir des enseignants de qualité qui peuvent former des élèves absolument excellents. Il faut passer du temps de qualité avec les enfants parce que c'est ces petits moments-là qui vont créer de la valeur ajoutée et qui vont faire d'eux des adultes excellents et qui vont exceller dans tous les différents domaines de leurs différents domaines d'expertise plus tard dans leur vie et au quotidien. Il faut également une adéquation entre la formation et l'emploi. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans un bureau. Il y a des gens qui peuvent on peut beaucoup plus investir par exemple dans la formation professionnelle parce qu'il y a du talent qui est là. On n'est pas tous appelés à travailler dans un bureau et on peut très bien réussir en tant que mécanicien expert dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Chacun a un talent qu'il faudrait pouvoir exploiter davantage. Donc il faut également qu'on essaie davantage d'inscrire nos actions dans des grandes lignes directrices, dans des programmes gouvernementaux, comme par exemple le Programme national d'éducation aux valeurs et les états généraux de l'éducation qui se sont déroulés sous l'égide du ministère de l'Éducation. Et je salue au passage le docteur Amadou Sissawane et tout son département ainsi que les autres ministères qui ont été impliqués dans cette démarche-là. Tout ça, ce sont des initiatives que l'on prend pour trouver des solutions à tous ces problèmes aujourd'hui qui minent l'éducation au Mali. Donc, de façon globale, je voudrais juste terminer à travers cette citation de Amadou Hampâté-Bâ qui disait que tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu chercheras à savoir. C'est très important. Merci beaucoup, Taki. C'est très gentil pour cette citation. Téléspectateurs de Mandé TV, je dirais tout simplement en conclusion qu'il faut prôner une citoyenneté. Il faut une éducation pour avoir un citoyen modèle dans tous les sens du terme et aussi un message aux parents. Ayez des moments de qualité avec les enfants, c'est hyper important parce que c'est la génération future, c'est eux qui porteront le Mali de demain, le Mali tant qu'on veut développer souverain et qui puisse émerger et qui puisse avancer et notamment dégager aussi une bonne ligne pour l'Afrique.
Téléspectateurs, le thème est quelle éducation pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Avec mes invités, j'espère que vous avez pu avoir beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez chez vous. Je suis avec Dr Drissa Fofana. Il est enseignant-chercheur, maître de conférences, spécialiste en philosophie de l'éducation à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation et aussi à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Docteur Fofana, merci beaucoup d'être présent. En guise de remerciements et mots de la fin. D'abord à l'équipe de Mandé TV pour l'invitation, pour la considération et surtout pour ce genre de thèmes-là, vraiment très important dans le pays. Ça vaut mieux que des distractions qui ne nous apportent pas grand-chose, vraiment. Merci. Oui, oui. Et à Caris, au centre Caris, à ses chercheurs, Solomon Koulibaly, et aux collègues qui m'ont aidé aussi dans l'acquisition de certaines informations, telles que le collègue enseignant-chercheur Bérété, le docteur Bérété. Donc, je remercie aussi... super. Plein de monde. On remercie le corps d'enseignants, le corps des chercheurs, les universitaires. Franchement, leur apport pour ce plateau de réflexion politique est énorme. Moi-même, je connais pas mal de listes, mais on ne pourra pas citer tout le monde ici. Nous sommes aussi avec Madame Taki Kanté. Elle est écrivaine, elle est alumni du programme Young Exchange and Study, YES, du gouvernement américain et du programme Génération à venir 2023 de la Fondation Friedrich Ebert, et aussi elle est majeure de l'école démocratique de l'Institut néerlandaise pour la démocratie multipartise. Ouais. Madame Taki, merci beaucoup. Merci infiniment Fadima, vraiment pour ce fabuleux plateau. Merci à toutes et à tous. Je remercie mes parents, je remercie mes amis, tous les domaines qui sont vraiment investis dans le domaine de l'éducation. Je les salue, les associations, le corps professoral, les enseignants, pour qui j'ai une affection particulière. Donc vraiment merci à tous. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Je pense que c'est ensemble que nous pourrons avoir une génération ou des générations éduquées tout simplement. Il s'agit de mettre la main à la pâte tous, aussi bien les gouvernants, les gouvernés, les parents, beaucoup les parents, et n'oublions pas nos grands-pères, nos grands-mères qui sont dans les villages. C'est aussi des personnes qui apportent beaucoup. On a tendance à les mettre souvent un petit peu de côté, chose qu'il ne faut surtout pas faire. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion sur ce plateau, réflexion politique. Restez sur les ondes de Mandé TV et allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.